tout un plaisir de vous rejoindre où que vous soyez pour ce nouveau rendez-vous de votre émission débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Affaire CNSS audite de placement hasardeux de 4 milliards de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la BBE, une banque en difficulté par un système de rétrocommission payée en espèces. L'affaire n'en finit pas de faire grand bruit et de créer à la limite la confusion dans la tête des Béninois. Annoncé en plein Conseil des ministres, la presse en a aussitôt fait son chou gras. Sur les réseaux sociaux, elle a particulièrement déchaîné les passions, singulièrement mise à l'index le président du conseil d'administration d'antan, le syndicaliste chevronné Laurent Mentoyon. Il aura dans la foulée donné de la voix pour apporter sa version des faits. Suivra en face une avalanche de réactions, celle notamment du directeur général actuellement en exercice de la CNSS et du ministre des Finances, perçu comme pour apporter de l'eau au moulin du gouvernement, accabler davantage le principal mis en cause. Les dites réactions auront à susciter d'autres réactions, celles entre autres du syndicat des agents de la trésorerie du Bénin, SNAT-TB, et du Parti communiste du Bénin, prenant pratiquement à leur tour fait et cause pour Laurent Mentoyon. Par médias interposés, on lui dit assister à un procès à charge et à décharge, en attendant, bien entendu, le procès classique, celui des juridictions compétentes, les tribunaux. Affaire CNSS, une affaire politico-judiciaire, c'est le thème, mesdames, messieurs, autour duquel se fera le débat de ce numéro-ci de votre émission 100% Bénin. Ce sera avec un homme de droit, un éditorialiste. Mais avant de les retrouver, la revue de presse. L'actualité au Bénin vue par les journaux ces dernières 24 heures, c'est Johannes Towanou qui en assure le relais pour nous. Il est déjà installé, Johannes Towanou. Johannes Towanou, bonjour. Joël Tondi, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Je ne vous dis pas, c'est un plaisir pour le nombre de téléspectateurs de vous retrouver sur cette rubrique. Un plaisir pour nous aussi de retrouver les téléspectateurs qui sont nombreux à suivre Sika TV. Tout à fait. Comment elle se présente l'actualité, vue par les journaux ce matin? L'actualité est extrêmement riche. On savait qu'il y avait l'affaire Choneb. On sait aussi qu'il pourrait bientôt y avoir une autre affaire SBEE. Donc, mais avant de parler de toutes ces affaires-là, à la une des manchettes, nous allons démarrer avec votre permission. Tout à fait, allez-y. Le confrère de la matinée qui parle sport en manchette, désignation du pays hôte du championnat du monde de pétanque 2018. Le Canada passe, mais le Bénin organisera la première édition des Masters 1000. Rencontre entre le président Talon et les syndicalistes de la santé. Va-t-on vers l'armistice entre l'État et le collectif des syndicats de la santé? Le confrère s'interroge. Le face-à-face de tous les espoirs. Décryptage, info. Achat de 30 motos sans aucune procédure de passation de marché. Encore un gros scandale du maire de Kalalé. Non-paiement des primes de la LEPI 2016. Le RAVIP a du plomb dans l'aile. Croit savoir décryptage info. Bientôt une marche de protestation pour réclamer leurs primes. L'Afrique en marche. Initiative pour désamorcer la grève dans la santé. Patrice Talon à l'épreuve demain. La ruse réussira-t-elle là où la rage a échoué? Questionnement. L'économiste à présent, litige domanial à Bawete, c'est Foufaboum, victime de son positionnement politique. La dépêche, irrégularité constatée après audit de la gestion du directeur général Laurent Tossou, SBEE, court-circuit dans la gestion. L'événement précis, rapport des commissaires aux comptes du conseil d'administration de la société, un nouveau scandale éclabousse la SBEE. Match amical, le Bénin joue la Tanzanie dimanche prochain. Matin libre, Somemap. Voici le rapport qui épingle le DG Amoussou, des dividendes fictifs distribués, des écarts et décaissements non justifiés, paiement de prestations non fournies et versement d'acomptes supérieurs aux bénéfices quotidiens. Le meilleur pour désamorcer le mouvement de débrayage dans les hôpitaux. Le président Patrice Talon rencontre les syndicats de la santé le samedi prochain. Détournement de 300 millions de francs CFA à la SONEB. Le procureur de la République Gilbert Togbonon annonce une audience pour le 28 novembre prochain. Point média. Défection annoncée à la mouvance. Talon inquiet.
rappelle sa troupe à l'ordre. Face à face, Patrice Talon, responsable syndical de la santé, un cinglant désaveu pour Biotchani Alassane Seibou, croit savoir Point Média. Et puis, nous mettons un terme à la revue des titres de ce matin avec la nouvelle tribune qui affiche en manchette « Port autonome de Cotonou, Bénin Contrôle veut accaparer le guichet unique ». Après le coton, Talon étend ses tentacules sur le port. Et puis, rencontre entre le chef de l'État et sa majorité, Talon assoit son hégémonie sur la classe politique. Joël Yetondi, ce sera tout pour la revue des titres. Merci à vous, Johannes Tawanou. Le temps est parti. Mais reste à vous souhaiter un excellent week-end. Merci à vous autant. On se retrouve. N'oubliez pas, je sais aussi créer un bout de temps pour me relâcher. L'invitation, sachez-le, c'est acquise. Je serai de la partie. Mesdames, Messieurs, merci et à très vite. Plaisir de vous rejoindre où que vous soyez pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Affaire CNSS sous-dite de placement ARSA 2 de 4 milliards de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la BBE, une banque en difficulté par un système de rétrocommission payée en espèces. L'affaire n'en finit pas de faire grand bruit, de créer à la limite la confusion dans la tête des Béninois. Annoncé en plein Conseil des ministres, la presse en a aussitôt fait son joug gras. Sur les réseaux sociaux, elle a particulièrement déchaîné les passions. Singulièrement mis à l'index le président du conseil d'administration d'antan, le syndicaliste chevronné Laurent Mitoyon. Il aura, dans la foulée, donné de la voix pour apporter sa version des faits. Suivra en face une avalanche de réactions, celle notamment du directeur général actuellement en exercice de la CNSS et du ministre des Finances. Pessou comme pour apporter de l'eau au moulin du gouvernement, accabler davantage le principal mis en cause, les dites réactions auront à susciter d'autres réactions. Celles, entre autres, du syndicat des agents de la trésorerie du Bénin, SNAT-TB, et du Parti communiste du Bénin, prenant pratiquement à leur tour fait et cause pour Laurent Mitoyon. Par médias interposés, on lui dit assister à un procès à charge et à décharge, en attendant, bien entendu, le procès classique, celui des juridictions compétentes, les tribunaux. Affaire CNSS, une affaire politico-judiciaire, c'est le thème, mesdames, messieurs, autour duquel se fera le débat de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Ce sera avec un homme de droit, un éditorialiste, tous deux déjà prêts pour l'instant. Débat. Maître Alain Roula, bonjour. Bonjour, Joël. Observateur averti de l'actualité sur le continent, vous êtes avocat au barreau de Cotonou. C'est un plaisir de vous avoir ce matin en notre compagnie. En face de vous, un homme qui ne vous est pas étranger non plus, Vincent Folly, avec qui vous avez eu à partager par le passé ce plateau sur bien d'autres sujets. Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité permanente. C'est un plaisir. Un plaisir toujours partagé. Toute une série de déballages autour d'un dossier qui requiert, dit-on, sérénité et tact pour être bien conduit. Alors, comment vous, homme de droit, observez-vous tout ce déroulement que connaît un dossier qui, à la limite, reste techniquement de votre domaine? Merci. En introduisant, vous avez parlé d'une affaire politico-judiciaire. Pour l'instant, ce n'est pas encore une affaire judiciaire, parce que le judiciaire se mène devant les cours et tribunaux, pas dans la presse, pas dans l'opinion publique, et pourtant c'est utile. Et c'est le procédé habituel maintenant de nos autorités et de ceux qui sont accusés, à tort ou à raison. Donc il y a ce déballage, il y a des échanges de civilité et d'amabilité qui cachent malheureusement des intrigues que la justice aura probablement ou vraisemblablement à démêler. En attendant, ce qui est dit par-ci et par-là est bien loin de ce qui se déroule devant les cours et tribunaux, puisque devant les juges, il faut donner une qualification juridique aux faits, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'infraction qualifiée de placement hasardeux. Pour l'instant, c'est la lecture qu'on peut en faire. Parole de l'homme de droit, Vincent Folly, l'éditorialiste face à un dossier du genre facile d'apporter la plume dans la plaie, sinon porter juste l'information. Oui, pour le moment, nous portons l'information. Je veux dire à la suite de mon cher maître, il y a eu des déclarations qui ont été faites par le ministre de la Justice, M. Laurent Mitoyon, qui a dit que le procès
que le dossier est purement médiatique pour le moment. Il a dit que c'était politique, mais moi je dis simplement purement médiatique. Il s'agit ici d'un lynchage médiatique en règle contre une personne. Et si ce n'était pas une personne qui avait de la carapace, il y a longtemps qu'il aurait rejoint les geôles. Parce que Laurent Métaillon n'est pas n'importe qui. C'est un administrateur du Trésor, c'est un militant communiste qui le revendique, et il a un passé, et il a aussi un avenir. Donc, moi, je dis, tout ce qui se passe là, c'est simplement de la médiatisation et du lynchage médiatique. Et c'est ça qui est regrettable. Notre gouvernement est coutumier de ce genre de pratique. Tout se passe maintenant dans la presse. Et c'est regrettable que le procureur qui vient d'arriver donne le ton ou bien s'inscrit dans l'air du temps en disant que c'est les dossiers que nous, les journaux, nous allons sortir qui vont l'inspirer dans cette dénonciation. Il paraît que c'est du béni pour vous, hommes de médias. Non, c'est ce que moi j'ai toujours souhaité, à savoir que lorsque nous faisons des dénonciations, qu'il y ait un répondant dans le système judiciaire pour reprendre. Non, c'est faux. Ce qui se passe, c'est simplement un jeu. Je sais, vous savez de comment la presse fonctionne à l'ère du renouveau, à l'ère de, comment on appelle ça? La rupture. De la rupture, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, quand on voit comment la presse fonctionne, avec des titres dont le contenu ne reflète rien. Ce matin, on a dit que la BEF est aux portes de Laurent Métaillon. On l'a annoncé. Vous lisez, et la fin de l'article, qui devait montrer le fin mot de l'histoire, la fin de l'article dit simplement que la BEF doit s'intéresser, alors qu'au titre, on a dit autre chose. Je trouve que c'est scandaleux. Ce qui se passe là est proprement scandaleux parce que le gouvernement se sert de la presse pour lyncher des individus. Mais le cas de Métaillon va être dur à avaler. Et je connais ce monsieur depuis des années. Et je dis qu'il va être dur à avaler. Et moi, je le soutiendrai dans ça. Et là, je parle en tant qu'éditorialiste. Je ne parle pas en tant que propriétaire du journal. Je parle en tant qu'éditorialiste. C'est-à-dire quelqu'un qui émet des opinions et qui donne des avis sur la base des faits. Et ce que je vois là, ce n'est pas ce qu'on dit. Premier reproche aux mises en cause, placement d'agents dans une banque en faillite. Au reproche, l'intéressé répond. L'argument de la supposée faillite évoquée par le ministre des Finances n'est pas fondé. Et pour cause, à cette époque, la banque se portait bien, puisque, soutient Laurent Métaillon, la commission bancaire de l'UEMOA qui a affirmé que la BBE était dans un mauvais état de santé a par la suite produit un rapport qui a été envoyé au conseil d'administration de la CNSS par les soins du ministre des Finances de l'époque. Maître Alain Rolla, des données croisées qui, à la limite, viennent se confondre. Non, non, il ne s'agit pas de données croisées, il s'agit d'affirmations hasardeuses, peut-être de part et d'autre. Oui, d'affirmations hasardeuses de part et d'autre. Je vais m'en expliquer. Pour aller à l'essentiel, je vous ai dit, il n'y a pas d'infraction qualifiée de placement hasardeux. Donc il faut revoir la qualification pénale, puisque c'est sur cette orientation qu'on voudrait donner à ce dossier s'il devait atterrir dans les mains de la justice. Donc pour revoir la qualification. Vous êtes toujours conditionnel, s'il devrait atterrir dans les mains de la justice. Écoutez, celui qui veut dénoncer peut toujours se désister, il peut toujours renoncer à cette dénonciation. Et je crois d'ailleurs que les émissions qui sont organisées, puisque la guerre médiatique pour l'instant, c'est d'alerter les uns et les autres par ces seules voies qui nous ont ouvertes sur les failles de leur certitude. D'accord? Donc il n'y a pas d'infraction dénommée placement hasardeux. Il peut s'agir d'actes anormaux de gestion, et en cela je comprends le ministre des Finances, ça peut être un acte anormal de gestion. Et un acte anormal de gestion peut être qualifié, tout acte anormal de gestion, tout acte dont il s'avère que le gain escompté n'a pas été atteint. Autrement dit, si des placements ont été effectués à la BIBE et qu'aujourd'hui on est en passe de perdre ces placements, c'est facile de relever qu'il s'est agi d'un acte anormal de gestion, alors qu'on savait la banque non pas en faillite, parce que si elle était en faillite, elle n'exercerait plus et ce serait de la responsabilité de l'État. Donc elle n'était pas en faillite, elle est en difficulté et la belle preuve en est que jusqu'à ce jour, on n'en a pas prononcé la liquidation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'approximation dans la décision de confier à une banque en difficulté la gestion de plusieurs milliards de francs des épargnants, des travailleurs. Il y avait d'autres banques. Et s'il s'avère que
il y a des rétrocommissions généralement occultes, l'accusation en ce moment-là peut être étayée parce qu'on pourrait reprocher à ceux qui ont touché des rétrocommissions d'avoir fait ce placement aléatoire, approximatif, pour leur seul gain. Maintenant, tout dépend de ce qu'il y a dans le dossier. Et je vous dis ce que la presse révèle et les déclarations à l'emporte-pièce des uns et des autres ne peuvent édifier. Il faut des documents, il faut des dossiers, etc. Et l'UEMOA n'était pas absente du jeu. L'UEMOA sait que la BIBE continue de fonctionner jusqu'à ce jour, n'a jamais donné l'alerte pour dire qu'elle était en faillite. Parce que si c'est ça qui doit être retenu aujourd'hui, la première responsabilité incomberait alors à l'État qui a laissé une banque dans une situation obérée et irrémédiablement compromise continuer ses activités. Donc il faut nuancer les appréciations. Sans folie, il faut nuancer les appréciations, mais les données sont là têtues et reviennent avec insistance avec les autorités par rapport au risque encouru dans le dépôt de cet agent et l'outrecuidance, peut-on dire, qu'ont eu ceux-là qui avaient à charge d'assurer la suivi et surtout le retour sur investissement de ces fonds. Bon, d'abord, moi, je vais, avant de répondre à la question et d'aborder le fond du sujet, à savoir ce qu'on appelle les rétrocommissions, je vais dire une chose. On dit généralement que le bruit ne fait pas du bien. Le bien ne fait pas du bruit non plus. Ne fait pas de bruit. Et l'une des institutions à laquelle, auquel, j'allais dire, les institutions auxquelles cette accession s'applique, c'est bien la banque. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, l'intervention du ministre, je l'ai écouté avant même de venir ici, du ministre des Finances est malheureuse. En quoi cette intervention est-elle malheureuse? Il dit depuis 2000, oui, la banque BIBE, tout le monde sait que la banque a des problèmes. Quelle institution peut fonctionner si on sort une phrase de ce genre et la personne responsable, c'est-à-dire des finances publiques, sort une banque pour dire cette banque a des difficultés. Et il dit comment on peut placer encore des fonds dans une banque comme ça. Mais il dit ça d'une banque, des personnes morales qui placent des fonds, mais qu'en est-il des personnes physiques, c'est-à-dire de nous? Si on me dit qu'une banque a des difficultés, je vais faire quoi? C'est une invite. C'est une invite, c'est-à-dire que de dire tout ce qui se passe maintenant, toute cette publicité qu'on fait est contre la banque. Et je ne sais pas comment la banque se porte aujourd'hui avec les employés qui y sont, qui ont des familles, d'entendre que la banque où le père ou la mère se trouve est une banque en difficulté. Ça n'est pas bon. C'est ça que je veux dire d'abord. Et l'État a une lourde responsabilité dans ce qui se passe là. Comment? C'est-à-dire, on a dit en Conseil des ministres une phrase banale, qu'on va engager des poursuites judiciaires contre des personnes qui auraient perçu des commissions occultes. On reviendra sur les termes. On a dit ça. Moi, j'ai banalisé. J'ai dit, bon, c'est comme la dernière fois, quoi. La dernière fois, quand nous nous étions retrouvés dans la maison de Léadi, on a dit que toutes les personnes présentes vont être poursuivies. Jusqu'à ce jour, personne ne va encore poursuivi. Je me suis dit que c'est peut-être le même cinéma qui recommence. Mais alors, qu'est-ce qui a suivi? Le DG de la CNSS, le ministre des Finances et les journaux, je dis. Et j'ai cité un titre tantôt. Depuis près de 2 semaines, on ne fait que du lynchage médiatique pour dire c'est Laurent Métognon qui serait la personne. Donc le but visé, c'est de dénigrer une personne, de l'humilier. Excusez-moi, à croire, je vous laisse terminer, mais c'est à croire que l'intéressé n'est personne au sein de la structure. Il est quand même le PCA. Non, le PCA, c'est qui? C'est la première fois que je vois dans ce pays qu'une maison est mal gérée et qu'on accuse le conseil d'administration, non seulement le conseil d'administration, le président du conseil d'administration. Comme si c'est le président qui gérait la société. Jusque-là, lorsque les sociétés ont des problèmes, jusque-là, fouiller tout ce que nous avons comme documents sur la mauvaise gestion, on attaque simplement les DG, les DAF, jamais on n'a parlé de conseil d'administration. Et c'est la première fois de mémoire de journaliste que moi j'entends qu'on accuse le président du conseil d'administration comme si c'était lui qui gérait. Et on ne dit rien des 2 autres personnes citées, à savoir le DAF et le DG, qui ne sont plus en poste. On ne parle même pas d'eux. On ne parle que du PCA.
moi, ça me soulève, ça me crée un problème. J'ai comme l'impression que Laurent Métoyon, qui est un dispositif, qui est j'allais dire, à une position stratégique dans l'organisation de l'opposition, d'une certaine opposition, de celle qui s'agite le plus, à savoir le front de Suisseau patriotique. C'est Laurent Métoyon qui est à la base de ça. Et c'est un militant aguerri depuis longtemps. On sait que c'est lui. Et on veut dire, regardez celui dont vous parlez, ce n'est qu'un percepteur de rétrocommission. Comme si on voulait l'humilier. Et de l'humilier pour qu'on le cueille comme un fumure, on l'envoie à la BEF pour dire... Alors que cette personne dit, la commission dont vous parlez, à savoir la commission bancaire, ou l'IGF dont vous avez parlé, qui aurait fait un rapport, ne m'a jamais écouté. Mais il est de notoriété publique qu'une commission, lorsqu'elle siège, elle écoute toutes les parties, présente les réponses, ce qu'on a dit, avant de condamner. On ne l'a pas condamné, c'est ce qu'il a dit. On ne l'a jamais écouté. Maintenant, on veut le faire écouter par la BEF. Pour extraire quoi? Pour qu'ils disent quoi? La BEF, c'est des policiers qui sont là et qui ont une certaine connaissance de comment on doit conduire les interrogatoires, c'est tout. Ils n'ont pas la connaissance du métier de banquier pour savoir ce que c'est. Donc, moi, ici, il s'agit simplement d'un dispositif organisé pour dénigrer quelqu'un, humilier et montrer au peuple que voilà, ceux qui parlent même, ceux qui donnent des leçons, les voilà. Mais alors, derrière ça, c'est de la diversion. Parce que ce qui se passe, la gestion même de l'État, je vais vous, si vous me donnez l'occasion, vous allez voir comment ce qui se passe. Ce qui se passe, on détourne l'attention. Parce qu'il se passe de graves choses. Des marchés gré à gré qui sont signés dans le pays. On détourne l'attention de ça et on veut que le peuple ne pense qu'à une seule personne, Laurent Métoyon. Oui, c'est mon regard. Maître Alain Ronla, il y a quand même un fait qu'on ne peut banaliser, des rétrocommissions. Le Conseil des ministres n'a pas parlé de rétrocommission. On a parlé de commission occulte. Et il faut que l'avocat me fasse la différence. Il va y aller. Mais quand on évoque une question comme celle-là, avec une entreprise, c'est vrai, vous l'avez dit, elle n'est pas en faillite, mais quand même en difficulté, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de savoir calmer toute cette tempête autour du dossier et voir de plus près ce qui se joue? Je suis d'accord avec vous, parce que moi je suis partisan du principe selon lequel nul n'est au-dessus de la justice, que vous soyez syndicaliste, que vous soyez militant, etc. Si vous êtes porté auteur d'infraction, on doit pouvoir en parler. Avec le bénéfice de la présomption d'innocence qui interdit des communications acerbes. Vous trouvez qu'il y en a? C'est devenu un style de gouvernance. Voilà. Je suis désolé, c'est devenu un style de gouvernance. En tant qu'acteur de la justice, ce n'est pas de cette façon qu'on présente un dossier. S'il y a des irrégularités, le Conseil des ministres statue avec des mots neutres, laconiques, on transmet le dossier au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui saisit le procureur, et les choses se font en silence. Voilà. Donc, quel est le besoin de médiatiser et d'utiliser des expressions très fortes, mais qui n'ont pas de sens en droit? Quel est cet intérêt? Voyez-vous? Donc, c'est ça qui pose problème, et j'ai le sentiment, effectivement, que la communication gouvernementale est contre-productive dans la lutte pour le rétablissement de l'intégrité au Bénin, et dans la lutte contre l'impunité. Et c'est pour ça que nous acceptons de participer à ce débat. Et quand on conduit les dossiers de cette façon, soit on ne sait pas faire le travail, soit on a des buts inavoués. Alors, effectivement, il est aisé de constater que depuis quelques mois, ceux qui ne tiennent pas le même discours que la gouvernance actuelle sont très vite indexés et on trouve quelques affaires à leur pendronner. Mais je dis c'est bien dommage parce que notre pays a besoin de devises, notre pays a besoin que les citoyens, ceux d'entre nous qui ont été appelés aux affaires et qui ont mal géré, rendent des comptes. Mais cette instrumentalisation est problématique. Laissez-moi vous dire tranquillement qu'un dossier qu'on envoie à la BEF, écoutez, la BEF, c'est pas elle qui dit le droit, elle enquête. Mais pendant son enquête,
elle dispose de mesures coercitives, hein, des mesures privatives de liberté. Et donc, quand on met un dossier dans ce tuyau, on sait que bon gré, mal gré, ça peut aller à des privations de liberté, en attendant que les choses soient tirées au clair. Donc, je crois, pour un dossier du genre, je crois que oui, c'est cette instrumentalisation ostentatoire qui pose problème à l'honnête homme. Voilà. Pour un dossier du genre, aller à la BEF, en attendant peut-être que la justice fasse son travail, est-ce qu'on aurait outrepassé ses limites ou serait-on en train de jouer déjà sur un terrain, comme le disent certains, malencontreux? Un terrain malencontreux, assurément. Bon, d'abord, on dit la BEF, c'est par abus de langage, parce que maintenant, ça s'appelle la sous-direction des affaires économiques et financières. Mais quand vous allez dans cette institution, les premières mesures, c'est d'abord des auditions parfois musclées. C'est vrai, c'est fait en professionnel. Vous n'êtes plus traité sur un même pied d'égalité, puisque vous êtes mis en cause sur du vent, peut-être, sur quelque chose d'illégal, mais vous êtes déjà diminué. Déjà devant ce service, vous pouvez être placé en garde à vue pendant 8 jours pour les nécessités de l'enquête. C'est-à-dire qu'on ne dit pas forcément que vous avez fait quelque chose d'illégal ou de mal, on veut vous entendre. Mais pendant ce temps, on peut vous garder 8 jours. On transmet le dossier au procureur qui peut vous placer sous mandat de dépôt pendant un certain nombre de mois avant que la justice ne tire les choses au clair. Sérieux? Et oui, écoutez, je vous le dis très tranquillement. Et on vous dit, mais il y a un dossier, il y a des faits, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, puisque, en définitive, c'est une juridiction de jugement qui va tirer les choses au clair, peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après qu'on ait fait usage de ces instruments légalement prévus. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que c'est devenu un style de gouvernance. C'est-à-dire que on n'est pas dans une logique de punition de ceux dont l'illégalité est avérée. On n'est pas dans une logique de clarification, puisque tout ça se fait en silence et on fait des enquêtes, etc. Avant de parler, ici, on a déjà tranché avant de transmettre. Et donc, on actionne ces leviers, on traîne les gens dans les services de police, on les dépose, et puis quelques mois plus tard, il n'y a plus rien. Soit il y a non-lieu, généralement pour ceux qui ont vraiment commis le crime, mais on trouve une solution judiciaire pour régler des problèmes de positionnement politique ou syndical. Donc c'est cette manière de procéder qui est devenue symptomatique qui pose problème. Ça pose d'autant plus de problème que nous avons des autorités qui certes ont des choses intéressantes à dire. Quand je vois le ministre des Finances, c'est pas le ministre des Finances qui s'est exprimé. C'est le cadre chevronné de Deloitte, c'est un auditeur qui parle d'acte normal de gestion et qui indexe une banque dont il se dit que l'État rachète ou des gens proches de l'État rachètent. Ça veut dire que la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Voyez-vous? Vous semblez dire que l'argent qui a été déposé, il y a une forte chance de le récupérer. Je ne connais pas le dossier. Écoutez, moi, j'avoue mes incuries. Je vous parle de ce que je sais à travers la presse, mais et de la réalité. Il y a encore des établissements qui portent une enseigne BIBE. Il se dit que l'État veut recapitaliser ou que des gens, des investisseurs nationaux veulent reprendre. Ça veut dire que la banque je repose ma question. Ne va pas disparaître. Alors, dans le cas d'espèce où il y a espoir... Si on veut que les sous soient remis... Donc il y a espoir. Non, écoutez, ce qui se passe n'a rien de réjouissant. Quand les investisseurs reprennent, c'est pour passer en perte et profit les dettes initialement contractées. Mais si les investisseurs sont de bons citoyens, sont soucieux de l'épargne qui a été placée, ils peuvent toujours s'arranger pour que ça soit remboursé. Mais généralement, tel que c'est parti, c'est qu'on est en train de vouloir passer les milliards déposés à la BIBE en perte et profit. Autrement dit, ça ne sera pas remboursé. Je regarde l'éditorialiste, mais là, quand on dit qu'il y a une certaine chance que l'État se retrouve en train d'aider la banque à retrouver sa forme d'antan, l'État plutôt plus patriotique que l'État, il n'y a pas. On ne trouve pas. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine chance que cette somme des épargnants soit recouvrée? Mais oui, il faut espérer que cette somme soit recouvrée. Le problème, c'est que quoi? On criminalise la position de Laurent Bertoyon. C'est-à-dire, il a fait des placements. Le ministre même est allé jusqu'à dire le DG a voulu placer 1 milliard. Et lui,
il est venu dire non, on placera 3. Donc, l'intention prêtée à Metoyon de gagner de l'argent, ce qu'on appelle des rétrocommissions, est déjà là. Or, moi, j'ai lu le dossier un peu de manière, pas comme un juriste l'aurait lu, mais j'ai vu que les placements qu'on reproche s'élèvent à 17 milliards. C'est-à-dire que ce ne sont pas des placements d'un seul coup, ça n'a pas été fait d'un seul trait, il y a eu 2 milliards, 2 milliards plusieurs fois, jusqu'à atteindre le chiffre de 17 milliards. Mais le ministre a balayé ça d'un revers de la main, il a dit non, on a voulu placer 1 milliard et le président du conseil d'administration a placé à 3 milliards. Comme si on voulait montrer coûte que coûte que Laurent Metoyon a fait de faux placements. Cela dit, le fond du problème c'est quoi? C'est que si Laurent Metoyon, qui a quitté son poste depuis 2016, a fait de mauvais placements, le gouvernement d'aujourd'hui tente de justifier pourquoi il l'a placé, c'est-à-dire pourquoi on a demandé à la même caisse des retraités, on a dit des pauvres retraités. On insiste sur ça comme pour dire que c'est de l'argent des malheureux. On prend 4,5 milliards et on va replacer dans cette banque. Et on dit oui, c'est pour recapitaliser la banque et avoir des chances de retrouver ce que Metoyon a placé. C'est bizarre. Le ministre dit, depuis 2000, cette banque a des problèmes. Et je vous ai dit tantôt la gravité de cette affirmation. Depuis 2000, nous sommes en 2017. Si depuis 2000, une banque a des problèmes, elle n'est pas tombée, elle n'est pas encore en faillite, elle n'a pas été, comment on peut dire, trouvez-moi le mot. Liquidée. Elle existe depuis 17 ans, il y a un problème. Et que c'est au bout de la 17e année que vous êtes venu placer 4,5 milliards. Et là, je ne vous dis pas tout. L'État, à part les 4,5 milliards, l'État, donné par la caisse, l'État a placé 5,5 milliards. C'est-à-dire, c'est près de 10 milliards qui ont été injectés dans la BIBE au moment où on est en train de condamner Metoyon d'avoir fait de mauvais placements. C'est-à-dire, l'État justifie en disant, si nous ne faisons pas ça, la banque va couler, on ne pourra pas recouvrer les 17 milliards que Metoyon a placés. Or, lorsque l'État, c'est ça que l'avocat tentait d'expliquer tantôt, lorsque un investisseur vient, il vient placer de l'argent, les intérêts ne viennent pas immédiatement. Les intérêts ne viennent pas immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à Metoyon? Les 4,5 milliards placés aujourd'hui ne sont pas sûrs d'être plus rentables que les placements que Metoyon avait fait par le passé et qui ont pu faire garder la banque de 2000 à 2017. Donc, quand on dit que la banque est en situation difficile, on crée des problèmes inutiles. Je crois qu'on ne dit pas toute la vérité parce que si sa banque était en faillite, on n'aurait pas mis ça. Quelle pourrait être cette vérité? Pardon? Quelle pourrait être cette vérité si on ne dit pas... La vérité devait venir des financiers, des gens de l'UEMOA et de la commission bancaire qui, eux, ont les vrais chiffres, qui, eux, acceptent qu'une banque prétendument en difficulté continue d'exister et que des clients continuent de faire confiance. Parce que moi aussi, j'ai placé quelques fonds là-bas. Donc, voilà. Notre Alain Rolla, observateur de l'actualité politique, vous êtes. Mais ce dossier, quand on le présente comme ça, on se demande s'il n'y a pas une raison fondée, pourquoi alors aller sur un terrain si c'est vraiment un homme qui est visé? Cet homme, quand on le prend dans l'appareil étatique, excusez l'expression, il pèse pas lourd par rapport à d'autres données. Là, on s'interroge. Non, mais écoutez... Vous croyez? La parole est d'abord à mettre à l'heure. Non, merci. Écoutez, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Vous croyez? Ça, c'est très clair. Attendez. Parce que les événements et les manières de conduire les dossiers mettent en difficulté les décrypteurs. Je ne peux pas vous dire que M. Laurent Metoyon soit totalement exempt de reproches. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver dans l'administration béninoise d'hier comme d'aujourd'hui, quelqu'un qui soit à l'abri de tout reproche ou de tout soupçon. Il y a de nombreux actes qui continuent d'être posés, notamment dans le cadre de la BIBE par les animateurs de l'État, qui les disqualifient pour critiquer ce qui s'est passé auparavant. Donc, on est en train de se tordre le cou, et c'est le serpent qui se mord la queue. Mais il se trouve que certains, aujourd'hui, sont dans une position privilégiée de dénonciation, apparemment, sélectivement dirigée. Alors,
pour répondre à votre question, Laurent Métoyon, c'est peut-être pas le plus grand et le plus farouche opposant de la République. C'était un ami d'hier. Aujourd'hui, c'est devenu bête à abattre puisque, apparemment, le gouvernement ne veut pas de voix dissonantes ou discordantes. Qu'est-ce que vous le faites dire? Je dis l'observation. L'observation. On a tendance à se déchaîner très facilement sur ce qui n'est pas dans le rang. Et la tendance généralisée de nos grands politiciens à s'aligner derrière le régime est aussi symptomatique d'un état, d'une ambiance, voyez-vous. Donc, on ne tolère pas le bruit des mouches. Donc, si un oiseau, avec ce plumage qui est celui de Métoyon, continue d'agiter et de chauffer le macadam, ce n'est pas exclu qu'il soit dans le collimateur et qu'on déchaîne les passions contre lui. Alors, ce qui me fait le plus parler, c'est la méthode. Le ministre des Finances, qui veut régler un problème, n'a pas besoin de ce scénario, de cette mise en scène, pour régler son problème. Je crois qu'il y a des dossiers qui ont été transmis sans bruit à la justice. Alors, quelle est la nécessité d'organiser un point de presse et de faire une démonstration technocratique? Technocratique. Oui, parce que quand le prétendument technocratique. Non, non, c'est technocratique. Quand M. Romuald Wadaï nous parle d'un acte anormal de gestion pour faire une démonstration, c'est plus l'auditeur qui parle que le ministre des Finances, et encore moins celui qui veut dénoncer un crime ou une infraction économique. On a des rapports, on peut silencieusement transmettre ces rapports au garde des Sceaux pour transmission au procureur de la République. Une information est ouverte avec des qualifications pénales précises et les parties se défendent devant les juridictions compétentes. Donc toute cette théâtralisation, toute cette volonté de démontrer que Laurent Métoyon, qui n'est que PCA, parce que ne le perdez pas de vue, il n'est que le président du conseil d'administration. Et il n'a pas une voix prépondérante. Donc, les placements sont l'œuvre d'un collectif. Alors, en ce moment, on n'a qu'à viser tout le collectif, cette association de malfaiteurs. Alors, le fait d'indexer le président, ou même de suggérer que le président a mal agi et que la presse mise à contribution, une certaine presse mise à contribution, identifie et dénigre le pauvre Métoyon, c'est un problème, ça pose problème à la République. En fait, c'est ça la contribution qui est la mienne, et tout ça me fait penser que c'est un combat sélectif et que c'est une stratégie pour mettre hors d'état de nuit ou pour la faire boucler à la grande gueule de Laurent Métoyon. Ce qui ne saurait cacher d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises, parce que je suis persuadé que tout n'a jamais été très bien fait au sein de notre administration et que ceux qui ont toujours été en place ont su profiter du système, et ce n'est pas la gouvernance d'aujourd'hui qui échapperait à cette observation. Alors, un dossier présenté comme ça pourrait-il souffrir devant les juridictions? Mais il souffre déjà, puisque la procédure est mal enclenchée. C'est ça ce que je dénonce. C'est-à-dire que un placement à la BIBE en contrepartie de rétrocommission, pour moi, est illégal. C'est une prise illégale d'intérêt et c'est suspect et c'est sujet à dénonciation. On est parfaitement d'accord là-dessus. Encore faudrait-il qu'on puisse établir les choses, et encore faudrait-il que la dénonciation soit honnête et neutre. Or là, la dénonciation est ciblée, elle est bruyante, et donc rend suspect les accusations et décrédibilise l'éventuelle procédure judiciaire qui pourrait être diligentée dans ce cadre. Personne ne peut plus ôter de la tête d'honnêtes gens que si un tel dossier atterrit avec les bonnes qualifications éventuelles devant le juge, que c'est une instrumentalisation supplémentaire de la justice et une manière de régler les comptes. Donc, si j'ai un conseil gratuit à donner à ceux qui sont dans le secteur au service du gouvernement, c'est de faire les choses avec une certaine finesse pour rendre crédible le travail des juges. Parce que quoi qu'il se passe aujourd'hui, même s'il y a des éléments pour culpabiliser Laurent Métoyon, un verdict, s'il devait arriver un jour de condamnation, sera toujours perçu
comme la satisfaction des exigences des gouvernants. L'éditorialiste a plutôt le souffle coupé dans le déroulé de ces dossiers. Et le complément fait par l'avocat semble plutôt conforter vos écrits. Bien sûr. Moi, je dis que c'est simplement un acharnement. J'ai parlé de lynchage médiatique. Ce n'est que ça pour le moment. Et nous avons pu écrire même dans une de nos éditions que Métoyon est condamné sans procès. Et c'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'on dit que c'est lui qui a fait, comme si on l'avait déjà jugé. Et tout se passe comme l'objet. Et des journaux écrivent tous les jours, l'attaquent tous les jours. Mais ça ne se passe pas dans les journaux, un procès. Un procès se passe devant les juridictions. Donc cela dit, je dis que, j'ai dit au début, que c'est une manière de détourner l'attention. Je l'ai dit. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Non, mais d'abord, c'est une opération de dénigrement, d'humiliation de quelqu'un. Voilà celui qu'on présente comme donneur de leçons. Voilà ceux qui critiquent. Et voici ce qu'ils ont fait. Et on parle de quoi? Non pas d'erreur de gestion, puisqu'il n'est pas à l'opérationnel. On trouve un mot, les commissions occultes. Mais pas d'émission, pas définition. Les commissions qu'on donne lorsque quelqu'un obtient un marché, ce sont des commissions occultes. C'est-à-dire dont personne ne connaît le montant. Mais ici, la traçabilité. Ici, il y a un montant. Comme si on avait écrit dans les livres de la BIBE qu'on a retiré 71 994 537 francs. C'est le chiffre exact. 71 994 530 à répartir en 3 personnes. Et on ne dit pas ce que chaque personne a perçu. Le problème, c'est qu'on jette le doute. Et nous sommes tous, nous qui sommes les amis de Laurent, on le regarde droit dans les yeux, on lui demande, Laurent, tu as pris? Et lui, il est obligé de nous avouer, non, je n'ai pas pris. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, on sème le doute dans l'esprit de la population et surtout même dans l'esprit des amis et des camarades, je veux dire même des parents. Et on se dit, après tout, on est au Bénin, et si on me donnait cet argent, qu'est-ce que j'allais faire? Donc, on n'accuse pas Laurent Métoyon de choses, on fait douter de la capacité à résister à quoi? À l'argent. Et on dit, finalement, tout le monde est comme tout le monde. Et c'est ça qui gêne. Et Laurent, aujourd'hui, doit être un peu gêné quelque part dans son... Parce que même ses amis vont dire, on n'est pas sûr qu'il n'ait pas pris ça. Et le drame, c'est qu'on ne dit même pas qui a donné. Mais si on a vu ça dans les livres, et la répartition, comment ça a été fait? Bon, moi je dis, tout ça, ce n'est pas sain. Parce que pendant que tout cela se passe, et c'est là où je parle de diversion, de graves faits, de gouvernance, de malgouvernance. Aujourd'hui, au port, vous allez là, vous savez qu'il y a le guichet unique. C'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui. J'en parle rapidement, comme pour dire, c'est un marché de gré à gré qui a été accordé à un associé de Bénin Contrôle pour faire ce que le guichet unique fait déjà. Peut-être vous ne le savez pas, nous allons développer dans les jours qui suivent. Et on lui donne ce marché, le guichet unique que le Ségub a pour jusqu'en 2021. Nous avons les tests, 2021. Et au lieu de lui prendre ça, on lui a déjà pris une partie de son activité. Comme on a déjà expulsé la STTB du port, dès qu'ils sont venus, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est Bénin Contrôle qui est venu, c'est-à-dire le PVI qui est venu après. Et on a retiré une activité à la caisse, comment on appelle ça, à la CNCB, oui. Et qu'on a attribué rapidement à un mandataire qui travaille actuellement au port. On fait des choses extrêmement graves. Pour le RAVIP, on a fait venir Safran, qui serait dans le pays de sources concordantes depuis plus de 6 mois. Comment le marché de Safran a été obtenu? Nous sommes dans le système capitaliste. Un marché, c'est des commissions. Le dossier a été monté pour occuper les gens et pour divertir des graves malversations qui se déroulent par ailleurs. Et je vous ai parlé du port, il n'y a pas que le port, il y a d'autres domaines. Donc nous sommes en face d'un régime qui invente, lorsqu'il veut faire quelque chose, par exemple, lorsque le problème de la révision de la Constitution était lancé, le même Conseil des ministres a annoncé que le PVI allait commencer. Dans le même Conseil des ministres, pendant que nous étions occupés à penser
à la révision de la Constitution, on applique subrepticement le PVI. Et c'est une stratégie qui est appliquée. On détourne l'attention. Adjavon est en prison, on fait ça. Pendant ce temps, les deux intéressés qui dirigent le pays, ou les trois qui dirigent le pays, sont dehors. Et on organise le cinéma pour occuper les gens, et alors que d'autres faits se déroulent ailleurs. Et c'est une stratégie que le gouvernement adopte depuis longtemps. Vous regardez cela, vous verrez que c'est constant. L'observateur fait des constats du genre analogue, dossier CNSS, un dossier comme pour endormir et jouer les troubles faites. Écoutez, moi, mon opinion est quasiment faite sur ce dossier. L'arbre métognon ne saurait cacher la forêt scandaleuse de la gestion ténébreuse et opaque de la CNSS depuis le régime précédent jusqu'à aujourd'hui où les choses se sont accélérées. Et ceci étant, je me réjouis beaucoup de savoir qu'il y a encore dans mon pays, dans notre pays, des observateurs avertis tels que M. Folly. Cela démontre que nos gouvernants sont suivis de très près, comme du lait sur le feu, et que si des intelligences comme celle-là existent et se multiplient, il y a de l'espoir. Moi, j'invite tout simplement nos autorités. Je crois qu'il y a eu suffisamment déjà de temps pour rétablir l'équilibre, à savoir qu'elles sont sous surveillance et que la force ne sera pas toujours au-dessus de la vérité et qu'il vaut mieux penser à régler les vrais problèmes des Béninois, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la misère, l'épanouissement des citoyens, etc., plutôt que de se laisser démasquer tous les jours dans la diversion d'un côté pour passer en force de l'autre. Il y a des vigilances, on est encore éveillé, oui, et donc qu'ils en soient la vigilance informés. n'empêche pas. Le fonctionnement de ce régime, c'est le chien à bois, la caravane passe. Vous pouvez dire, nous sommes au pouvoir, et nous pouvons faire ce que nous sommes là maintenant, et nous pouvons faire. Il y a comme une attitude, et quelque peu, j'allais dire, superbe, une attitude d'orgueil, de dire nous sommes au pouvoir, nous faisons ce que nous voulons. Le drame, c'est que il n'y a plus dans le pays des gens capables de s'indigner. La société civile, les partis politiques. Et moi, j'apprends. Votre conversation, la conversation que vous avez eue avec votre collègue tantôt sur la réunion qui aurait eu lieu au palais avec la majorité, le bloc, ce qu'on appelle le bloc de la majorité présidentielle. C'est bien une réunion comme ça qui a eu lieu. Et le chef de l'État a promis de soutenir ces députés et de les aider. Non, nous avons des gens. Écoutez, je suis payé pour vous informer. Donc, je fais mon travail. Donc, il y a des gens dont on rapporte et rien ne se fait en secret ici. Hein. Vous pouvez tenir une réunion dans le secret de votre chambre, elle est sûre déjà dans la moitié de la journée. Donc c'est pour vous dire que le président s'est proposé de financer la campagne. À quel titre? Et sur quel fond? Donc nous avons des députés qui sont presque tétanisés. J'allais dire frappés d'apoplexie parce que personne ne bouge. L'effet de gouvernance que nous dénonçons tous les jours et dont le procureur, j'espère, va se saisir, s'il le veut bien, j'espère qu'il va se saisir de ça, n'intéresse pas la classe politique. On dirait qu'elle n'a à l'horizon que 2019, c'est-à-dire les prochaines campagnes. Comment on va faire pour trouver de l'argent? Donc le président, devant cette classe politique complètement vénale, donc n'a rien d'autre à faire que de leur dire, restez là. Sinon, si vous allez de côté, ben, vous aurez la leçon. Donc, lorsque nous avons dans ce contexte, nous vivons dans ce contexte politique, on est obligé de faire attention à ce qu'on fait à des personnes comme Laurent Métognon. Et je suis sûr que même si la procédure judiciaire est engagée, quelqu'un comme Laurent Métognon, il va s'en sortir. Et je souhaite que ça s'engage très rapidement et qu'on passe plutôt des vœux pieux qu'on émet dans des communiqués de conseil des ministres, comme la dernière fois j'ai parlé du cas de Léari. J'attends toujours ma poursuite, hein, parce que moi j'étais là comme journaliste. Et on a dit qu'on va nous poursuivre pour avoir fait obstruction à la justice. Moi je n'ai fait obstruction à aucune justice. Donc moi je dis, il faut que le conseil des ministres fasse appliquer ce qu'elle a dit, à savoir les poursuites judiciaires, pour qu'on voit clair. Et qu'on laisse Laurent Métognon se reposer dans sa famille, se consacrer à sa retraite. Voilà. L'avocat voit quelle issue à ce dossier? Bien malin, celui qui pourra vous dire comment ça va se dérouler. Parce que ça se joue au fur et à mesure. Et là où je vais désapprouver M. Folly,
même si nos autorités savent qu'elles sont en position de force et que le chien aboie, la caravane passe, elles ont quand même le souci d'une certaine communication. Mais elles ne font que ça. Non, non. Donc ça veut dire que si elles ont le souci d'une communication, une contre-communication peut les dissuader d'aller plus loin dans leurs manœuvres. Donc indignons-nous, dénonçons, débattons. Et l'autre drame, c'est qu'il n'y a rien de plus facile que de persécuter un innocent, tout au moins un présumé innocent. Parce que la vérité qui va triompher peut-être un jour, dans 2 ans, où on dira Laurent Métaillon a fait ou n'a pas fait, ne réparera pas le tort qui lui est déjà fait, ne réparera pas ce qu'on appelle les dommages collatéraux, comme par exemple une inculpation ou une éventuelle mise en détention. Donc ce n'est que par la résistance, ce n'est que par la contre-communication, ce n'est que par la vigilance et la contradiction qu'on peut amener nos autorités à soigner leurs coups et même à y renoncer. Maître, alors on l'a, Vincent Folly, je suis au regret de vous l'annoncer, c'est terminé pour le numéro du jour. Nous allons enfin faire redescendre les rideaux et prendre congé de nos téléspectateurs. Mais passons cette citation d'Antoine-Claude Gabriel Jaubert. Je cite, « Le flambeau de la vérité fait souvent pâlir l'éclat de la gloire et brûle la main de celui qui le porte. » Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de 100% Bénin. Nous vous retrouvons demain pour un autre numéro avec le même entrée. À très vite.